Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 34e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Élise Julliard. Élise est photographe professionnelle, spécialisée notamment en photographie animalière. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Riley et nous parle des dessous du métier de photographe. De sa formation en matériel, en passant par la gestion d'une séance avec des poilus, vous saurez tout du métier de photographe animalier. En bonus, Élise nous partage ses meilleurs conseils pour que vous puissiez faire vos plus belles photos de vacances avec vos loulous pour cet été. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Élise. Juste avant ça, je profite de cette introduction pour vous annoncer que comme l'année dernière, le podcast prend une pause bien méritée pour cet été. Je vous souhaite donc un très bel été, une super écoute de tous les épisodes que vous avez pu rater cette année et je vous dis à septembre pour de nouvelles aventures canines. Salut Élise. Salut. Tu vas bien ? Oui, et toi ? Oui, ça va bien. Eh bien, merci de m'accueillir chez toi. Et moi, je suis ravie de t'accueillir sur La Niche. Eh ben, merci de ton accueil et puis merci de ton invitation surtout. Bon, avec plaisir. On va commencer par les présentations. Qui es-tu, Élise ? Eh ben, Élise, enchantée. Je suis photographe animalier, entre autres. Et je suis l'humaine de Riley, un petit toutou adorable et coquin. Alors, est-ce que tu peux nous le présenter ? Qui est Riley ? Donc, Riley, c'est un jeune border collie qui a un peu moins de 2 ans, qui vient du Doubs, très exactement. Et donc, il est arrivé en fin 2020, donc avant le 2e confinement, à la maison, qu'on l'a accueilli. Et puis, bah voilà, depuis, on découvre les joies d'avoir un chien comme lui. Ok. Alors du coup, je voulais revenir un peu sur ton expérience antérieure avec les chiens avant de l'avoir, ce que je fais à tous mes épisodes. Comment ça s'est fait pour toi ? Est-ce que tu as toujours grandi entourée de chiens ou pas du tout ? Est-ce que c'est ton tout premier arrivé dans ta vie ? Comment ça s'est fait ? Et bah, c'est le premier chien, en tout cas de mon côté. Même si j'adore les animaux, j'ai pas toujours vécu avec eux. Donc moi, c'est vrai que j'ai une grande passion, si je puis dire, pour les animaux, que ce soit donc les chiens, les chats, les chevaux, parce que j'ai aussi un chat à la maison, Django. Mais voilà, le cadre familial ne permet pas toujours d'avoir des animaux auprès de soi, donc j'ai beaucoup négocié pour avoir déjà un chat à la maison. Donc après dur travail de négociation, j'ai réussi. Où là, j'ai eu donc ma première minette avec moi, qui est partie malheureusement un petit peu trop tôt par un accident. Mais j'ai aussi vécu en parallèle donc, de mon premier chat avec un autre chat, qui est toujours avec mes parents, du coup, avec ma maman. Et puis après vient le temps des études, où là, non, j'ai dû me séparer de la compagnie d'animaux pour mes études, où j'étais dans mon propre petit appartement, donc pas forcément très adapté aux animaux. Mais heureusement, le chemin avec les animaux est vite revenu, parce que quand je me suis installée du coup, en tant que photographe, dans un premier temps, j'étais famille d'accueil pour chats, donc qui m'a permis de reprendre des liens avec les animaux, puis de faire une bonne action aussi en même temps. Et en fait, Django, je l'ai trouvé dans la rue. Donc un jour à Lyon, je sors du travail et puis je vois un truc qui bouge sur une roue de voiture. Et puis je sais que les chats ont tendance à être facilement au-dessus des roues de voiture. Et puis je sais pas pourquoi, instinctivement, j'ai voulu me baisser pour dire coucou au chat. Je m'attendais pas du tout sur un chaton d'1 mois et demi, quoi. Ah ouais. Donc je me suis dit, mince, c'est pas normal, un petit chaton au plein milieu de rue de Gerland à Lyon. Donc j'ai essayé de chercher s'il y avait d'autres petits chatons ou même la mère. J'ai rien trouvé. Et puis pile à ce moment-là, il y a un camion de pompiers qui est arrivé pour faire une intervention pile là où il y avait le chaton. Donc je me suis dit qu'il allait partir sur la route, que ça allait être un carnage. Je l'ai récupéré, j'ai essayé de voir s'il était pucé auprès d'un vétérinaire, bien entendu, rien du tout. Et donc vu que j'étais dans le cadre de l'association, il a été pris en charge et je l'ai finalement adopté. Trop bien. Donc, ce qui m'a permis, une histoire. Voilà, une petite histoire avec Django. Et puis j'ai toujours rêvé d'avoir un chien avec moi. Mon chéri aussi est très très chien, très animaux. Bon, il était moins chat, mais finalement je l'ai converti aussi. Fait, c'est bon. Finalement, je pense qu'il s'en passerait pas maintenant non plus.
Ça a été aussi longue réflexion d'avoir un chien. On était en plein centre-ville de Lyon, donc pas forcément adapté à tout type de chien en tout cas. Et puis vu qu'on se portait beaucoup sur le border collie, c'est vrai qu'en plein centre-ville de Lyon, on s'est dit que c'était pas forcément la meilleure des options. Donc on a attendu un petit peu d'être à l'extérieur de Lyon pour ça y est, lancer le schéma du chien à la maison, quoi. Ok. Donc c'est comme ça que Riley est arrivé. Exactement. Ok. Pourquoi le border collie ? Et en fait, on est assez actif dans notre quotidien, sportif, on va dire, entre guillemets, parce que c'est un bien grand mot, où on aimerait être plus sportif qu'on ne l'est au quotidien. Ouais. Et donc, on cherchait un chien qui puisse avoir aussi les conditions physiques pour nous accompagner partout, que ce soit en montagne, parce qu'on fait beaucoup de bivouac et de trek au plus qu'on peut. Donc, le but, c'était aussi de partager ça avec notre chien. Et moi, j'aime aussi beaucoup la race du Bouvier bernois, notamment. J'ai toujours eu un gros kiff sur le Bouvier bernois. Mais je me suis rendu compte que c'était peut-être pas assez sportif pour nous suivre plusieurs jours en montagne, quoi. Donc, c'est pour ça que le choix du border s'est un petit peu fait rapidement. Surtout que mon conjoint, il adore le border collie. Lui, il a toujours rêvé d'en avoir un. Donc, il m'a converti pour le coup. Et donc, je regrette pas parce que c'est un chien assez exceptionnel, quoi. Ouais. Ah, c'est chouette. On va parler un peu plus longuement de ton métier de photographe. Déjà, ma première question, c'est comment on devient photographe ? Comment on passe de faire des millions de photos quand on est petit, enfant et ado. Sur notre génération, on a eu plein de trucs dans les mains pour faire des photos. Comment on passe de ça à vraiment en faire son métier ? Et en fait, il n'y a pas vraiment de schéma type pour devenir photographe parce qu'il n'y a pas nécessairement l'obligation d'avoir une formation particulière. Il suffit juste de monter son entreprise et de déclarer son immatriculation en soi. Donc, tout le monde peut le faire, entre guillemets. Moi, j'ai fait un cursus scolaire, notamment en BTS, pour approfondir la technique en photographie. Mais en soi, tout le monde peut être photographe en allant à la chambre des métiers ou à la chambre des artistes en fonction de ce qu'ils veulent faire, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Donc moi, c'est vrai que j'ai fait le choix de vraiment orienter mon parcours scolaire là-dedans. Parce que dès la fin du collège, je me suis dit, OK, je veux être photographe. Donc j'ai tout orienté, le lycée et puis les études là-dedans. Et puis après les études, comme tout le monde, du coup, comme tout photographe, il faut s'y matriculer. Ouais, ok. Qu'est-ce qui a fait déclic en fin de collège où tu t'es dit, je veux faire ça comme métier ? T'as croisé quelqu'un, t'as croisé la route de photographe ou pas du tout ? Pas du tout. Alors c'est vrai que mon papa il faisait beaucoup de photos pendant mon enfance, en argentique du coup à l'époque, et il me montrait beaucoup de diapositives. On faisait des soirées diapos à la maison. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup été baignée, on va dire, dans le milieu de l'image par lui, qui me montrait beaucoup ses expéditions en montagne aussi, beaucoup de randonnées, de trek qu'il a pu faire avec ma maman aussi notamment. Et je pense que ça m'a involontairement un petit peu orientée là-dedans. Donc après, moi, à l'arrivée à l'adolescence, j'ai voulu mon appareil photo, donc avec les modes manuels, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc j'ai bidouillé par moi-même et je me suis dit, OK, il y a un truc, donc je me lance là-dedans, quoi. Ok. Et à la base, je voulais pas forcément être photographe, je voulais être archéologue. Donc quand même être dehors, finalement. Ouais. Il y a déjà un truc... être dehors, être dans la nature, c'était déjà un truc qui te plaisait, quoi. Ouais, et puis chercher, être un peu toujours sur un truc nouveau, des recherches de nouvelles choses, parce que l'archéologie, on cherche des trucs qu'on connaît pas, mais en photo, c'est toujours aussi s'adapter à ce qu'on a, c'est toujours des gens différents, des animaux différents, des lieux différents, ou surtout une lumière qui est différente aussi, quoi. Ouais, toujours sur ta formation. Donc toi, tu nous as dit que tu avais fait un BTS photographie. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Est-ce que comment tu as trouvé cette formation et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors, donc le BTS, c'est un brevet donc technicien supérieur qui dure 2 ans, qui se fait en post-bac. C'est vrai que moi, je me suis plus orientée là-dessus que sur une école d'art en photographie parce que c'était vraiment l'aspect technique qui m'intéressait. Pour moi, je m'estime pas être photographe artistique. Enfin, je fais des photos dans mon interprétation et dans ce que j'ai envie de transmettre. Je vais me dire, ça trouve, un collègue il va trouver ça moche, quoi. Donc pour moi, l'art, c'est très subjectif. Oui. Et c'est pour ça que j'ai voulu donc être plutôt orientée sur un cursus technique. Qu'est-ce qu'on a fait en 2 ans de BTS ? Beaucoup de choses. C'est une formation hyper complète parce qu'à la fois, donc, on a eu de la technique photo, donc de l'appareil photo, studio, prise de vue, enfin je rentrerai un peu en détail, mais on a aussi tout ce qui va être gestion et droit d'entreprise parce que là, vraiment, on s'oriente sur une formation où
Le but, c'est de travailler de la photo. Donc, c'était la seule formation, je crois, si je dis pas de bêtises, ça a peut-être un peu évolué, qui proposait justement des cours de gestion et de droit pour être photographe, quoi, avoir son entreprise ou travailler pour une autre entreprise. Tout ce qui va être donc les droits d'auteur, les droits à l'image, droits de propriété, parce qu'on l'oublie, mais un chien, au niveau de la loi, c'est quand même considéré comme une propriété. Donc, toutes ces notions-là sont importantes à savoir pour... pas faire n'importe quoi avec les photos des autres, mais aussi ne pas que les gens fassent n'importe quoi avec nos photos, quoi. Donc très intéressant là-dessus. Puis sur la partie gestion d'entreprise, c'est ce qui nous fait vivre, hein, parce que photographe, c'est beau, mais on est quand même dans le monde de l'entrepreneuriat, du business. Et donc il faut quand même savoir un peu gérer une entreprise, quoi. Ouais, c'est clair. Donc hyper intéressant à ce niveau-là. Je pense qu'aujourd'hui tous mes cours que j'ai pu faire en BTS, ça doit être la partie gestion et business, enfin et droit dans le sens large photo que j'utilise le plus. Et dans tout ce qui va être technique, alors là on est allé vraiment très très loin parce qu'on a fait de la physique pour tout ce qui est optique. De la chimie, c'était très orienté argentique, donc de quoi est composée une pellicule photo, le développement argentique, donc tous les bains avec toutes les molécules qu'il y a dans les bains. C'est intéressant. C'est hyper intéressant, mais c'était pas forcément très appliqué, tu vois. Ouais. Mais c'est toujours hyper intéressant de savoir un peu comment tout ça marche, quoi. Comment tout ça fonctionne, évolue. C'est ça. Même si aujourd'hui on est sur du numérique, l'argentique existe encore. Et puis même sur les procédés d'impression papier, il y a des papiers donc jet d'encre, il y a des papiers argentiques, donc tout ça j'ai vu en cours. On avait de la pratique, donc à la fois prise de vue, à la fois labo. Sur Photoshop aussi. Le but de travailler sur Photoshop, ça a été d'imprimer sur papier. Donc on a travaillé sur toute la chaîne de A à Z, de la prise de vue au traitement numérique sur les logiciels, pour que la finalité, ça soit sur un papier et que ce qu'on a photographié avec telle couleur, que sur l'écran, ça soit à peu près similaire et que sur papier, ça soit pas une couleur qui n'a rien à voir. Donc il fallait que tout soit cohérent quand même. Et puis après, on avait vraiment de la technologie au sens propre, donc tout ce qui va être technique de matériel, c'est là où j'ai un peu appris les systèmes de sauvegarde aussi informatiques. On avait aussi des notions de performance informatique pour pouvoir travailler sur Photoshop notamment, même si c'est un peu survolé, ça permet d'avoir un peu des notions. Donc on a fait des travaux, des TP justement pour comparer un peu les capteurs, savoir lequel fonctionnait mieux que l'autre ou quels étaient les avantages et les inconvénients de chacun. Sur les optiques également, sur les flashs de studio. Donc vraiment, c'était hyper complet de la théorie à la pratique, quoi. Trop chouette. Ouais. Puis on avait aussi des stages en entreprise. Donc j'ai fait 3 stages. Il y avait des stages obligatoires et un stage libre. Donc, le stage obligatoire, je l'ai plutôt orienté dans du studio parce qu'on nous demandait des schémas d'éclairage. Donc je le sers plus aujourd'hui, mais ça permet aussi de comprendre la lumière. Et puis aussi la relation clientèle, mine de rien, parce qu'on était avec des gens, des vrais gens, qui venaient faire leur séance photo. Un stage obligatoire en labo ou en retouche, donc moi je l'ai orienté en retouche, avec une super entreprise qui m'a même formée, donc merci encore. Et puis le dernier stage, moi je l'ai fait en journalisme, en presse, donc où là j'étais dans un journal et puis j'ai intervenu sur des news éphémères ou sur des articles mensuels aussi, donc je suivais aussi les journalistes pour faire les photos de leurs articles, quoi. Ok. Trop cool. Donc c'est vraiment une formation que je recommande quand on veut vraiment se lancer dans le métier, parce qu'il y a toute cette partie gestion, droit, qu'il n'y a pas dans toutes les formations et qui est juste indispensable si on veut vivre de la photo, quoi. Ouais. Du coup, quel type de photos fais-tu aujourd'hui en tant que photographe ? Alors, je suis spécialisée, comme j'aime bien le dire, dans le milieu du particulier au sens large. Donc, ça soit avec les animaux, mais aussi avec la famille. Donc, ça peut aller des photos de mariage, de famille, de grossesse. Et donc, au sens large, parce que les animaux font partie de la famille aussi. Donc, je photographie les chiens, les chevaux, les chats avec leurs propriétaires. J'ai même eu l'occasion de photographier furets, caméléons. Donc, voilà, tous les animaux sont inclus dans la famille. Trop cool. Qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser, notamment dans les animaux ? Est-ce que c'est en lien avec Riley ou pas du tout ? Pas du tout, parce que je faisais déjà des photos d'animaux avant même que Riley ou même Django soit avec moi. C'est juste parce que je les aime et que c'est important pour moi de faire des portraits d'eux, quoi. Je pense tout simplement. Ok, d'accord, ça marche. Je voulais revenir un peu sur toi, la définition que tu as de ce métier. C'est quoi l'intérêt, le truc qui te fait aimer ce métier-là comme ça ? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce métier-là ? Je pense que c'est un gros mélange de plein de choses. Déjà, le fait que ce soit tous les jours différent,
même s'il y a un peu une routine, entre guillemets, sur le processus. Comme je disais, on rencontre toujours de nouvelles personnes, je cherche toujours des nouveaux lieux pour faire mes séances photos. Chaque séance photo ou prestation est une aventure différente. Je pense que c'est de fait de pouvoir mélanger le fait d'avoir des sujets, des sujets ou des gens ou des animaux différents avec aussi la partie photo, parce qu'on ne fait jamais la même image. C'est ça qui est intéressant, le fait de toujours faire autre chose, quoi. Moi, j'aime bien que ce soit pas routinier et qu'on cherche toujours à aller tester de nouvelles choses, d'autres endroits, d'autres lumières. Donc c'est une question assez difficile en fait à répondre, je me rends compte. Voilà, je pense que c'est juste une énorme passion et que pour moi c'est juste une évidence, quoi. Ouais, ok. Et du coup, l'autre pendant de la question, pour toi, c'est quoi l'intérêt de faire appel à un photographe pour la famille? Toi, tu t'es spécialisée dans la famille au sens large. C'est quoi les motivations de tes clients c'est le plus simple aussi, je pense, c'est d'avoir des souvenirs avec soi, de pouvoir justement garder des moments de vie, on va dire, sur papier ou numérique. Maintenant, faut jouer avec son temps. C'est vrai que pour moi, en tout cas, quand j'étais enfant, j'ai regardé beaucoup de photos, donc avec mon papa notamment sur les diapos. Ma grand-mère aussi, à chaque fois que je vais la voir, elle me montre toutes ses photos de famille. Et par contre, y a eu des situations familiales qui fait qu'il y a eu une période de ma vie où j'ai pas de photos de moi. Parce que mes parents se sont séparés et puis je pense qu'ils avaient autre chose à penser que de faire des photos de toute la famille. Et c'est vrai que des fois, je me dis, mince, j'ai pas de photos de ce qui s'est passé à ce moment-là de mon côté. Et c'est peut-être aussi pour ça que je trouve que c'est important de photographier des moments de famille, que ce soit organisé ou justement sur un événement. Et puis des photos aussi de nos animaux, parce qu'ils sont pas éternels non plus. Donc c'est important pour moi d'avoir tout ça et de les garder avec soi, quoi. Ouais. Donc j'essaye en tout cas d'en parler aussi aux familles pour qu'ils se rendent compte de l'importance que c'est de faire ces moments-là, de garder des images de leur quotidien, entre guillemets. Et puis après ceux qui me contactent en général, ils ont cette même envie, mais en tout cas si ça peut en parler à d'autres personnes, je pense que c'est important aussi d'en parler. Ouais, c'est sûr. Du coup, pour rentrer un peu dans le cœur de ton métier, allons dans les méandres de la photographie. C'est quoi le matos que tu utilises? Parce que moi, je l'ai vu. Oui. C'est du matos. Attention. C'est vrai. Il y a quelques milliers de matos. Et donc moi, je suis j'étais sur du réflexe. Là, je passe à l'hybride. Enfin, je suis entre deux. J'ai un boîtier de secours en réflexe, mais maintenant, je suis passée à l'hybride. Donc, c'est sur du matériel pro, en l'occurrence, pour moi. Et avec une large gamme d'objectifs aussi pour prendre plein de choses différentes en photo. Donc pourquoi je suis orientée sur du matériel pro? Déjà parce que j'ai une utilisation pro, ça va de soi, mais après même des gens qui en font pas le métier peuvent aussi avoir besoin de ce genre de matériel, notamment avec les animaux où on peut voir qu'il y a un petit peu plus de technique et d'atouts, en tout cas à passer sur du matos performant. Tout ce qui va être réactivité, de performance d'autofocus notamment, ou de vitesse en tout cas, pour prendre ce genre d'images. Que dire, oui, donc en mode manuel, bien entendu. Oui. Tu as fait un stage, donc tu sais de quoi on parle. Oui. C'est beaucoup plus rigolo d'ailleurs. Une fois qu'on teste, après, c'est beaucoup plus rigolo. Le fait de pouvoir choisir ses réglages, c'est chaque photographe, que ce soit amateur ou pro, a sa propre interprétation du lieu. Il y a plein de façons différentes d'évoquer une scène et chaque réglage ne donne pas le même résultat, quoi. Donc une large gamme d'optiques aussi pour pallier à plein d'environnements et de sujets différents. Donc ça peut être du grand angle, des focales fixes, des zooms, pour faire différentes choses. Et puis il y a le matériel informatique aussi pour suivre derrière, honnêtement, notamment sur le traitement d'images, quoi. Ouais, et je crois que tu as eu des petits soucis il y a quelques temps. Et du coup, ça m'a vraiment permis de me rendre compte à quel point il y avait besoin d'avoir énormément de choses, en fait, que la photo, c'est pas juste un appareil, une carte SD et ciao bello, on y va. Il y a beaucoup plus que ça. Ouais, tout à fait. À la maison, moi, je suis sur de l'ordinateur. Bon, j'étais sur une tour fixe. Maintenant, je suis passée sur du MacBook pour avoir à la fois la possibilité de travailler chez moi avec un écran externe et puis à la fois en déplacement. Et puis, il y a tout le système de sauvegarde. Surtout, moi, j'ai un NAS. J'ai encore une 3e copie sur un autre disque dur externe. L'idéal, ce serait d'avoir encore un cloud, mais j'ai pas la fibre, donc c'est la mission. Un jour, peut-être. Ouais. Et puis, c'est beaucoup de sauvegarde de ce qu'on vient de prendre en photo et de sauvegarde de ce qu'on a finalisé, ce qu'on a rendu, ce qu'on a livré, parce que c'est un peu la finalité de notre travail. Le fichier brut de l'appareil photo, c'est comme une pellicule d'argentique. Ça se traite, ça se trie, ça se traite, ça se développe.
Et le fichier final, il faut le garder parce que c'est la trace du photographe, quoi. Comment ça se passe en gros, est-ce que tu peux revenir un peu sur toutes les étapes de ton travail? Parce que j'imagine que c'est pas juste tu fais la séance photo, tu prends la photo, tu envoies la photo. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? En gros, comment ça se passe? Le processus. Et déjà, donc dans un premier temps, souvent on contacte soit par email, soit par téléphone. Donc pour avoir déjà des infos sur les séances photos, c'est déjà un petit peu avoir des renseignements sur son animal, s'il est par exemple craintif de certaines situations, s'il est OK avec des congénères, avec des êtres humains. Avoir un peu des informations sur qui est leur animal, qui eux ils sont également, et puis leur relation aussi entre eux. Ça après j'ai des questionnaires que j'envoie en général pour avoir des traces écrites et ne pas oublier d'informations importantes pour le jour de la séance photo. Et donc un peu en fonction de tout ça, je vais pouvoir orienter après sur le lieu où on peut faire la séance photo. Par exemple, si un chien, il a peur de l'eau, on va éviter de faire la séance photo au bord d'un lac ou d'une rivière. S'il n'est pas OK avec des congénères, je vais plutôt orienter dans les lieux calmes, peu fréquentés, tôt le matin en l'occurrence. Voilà, plein de petits détails qui sont importants à savoir pour faire une séance photo dans de bonnes conditions, quoi. Pour tout le monde au final, aussi pour le chien et puis pour les propriétaires. Et donc après, une fois que tout ça un petit peu est abouti et qu'on a calé la séance photo, donc le jour de la séance photo, déjà on prend un petit peu le temps de discuter, d'échanger, de marcher un petit peu. Si je vois que le chien il est un petit peu méfiant de ma présence, on marche, on se déplace pour on se détend un peu. Voilà, qu'il soit tranquille. On éparpille un petit peu des friandises et certains chiens sont un petit peu sur la réserve. Et ce qui fait qu'après, ils s'adaptent rapidement à ma présence, quoi. Parce que j'imagine que la plupart des chiens, à part le mien, n'ont pas l'habitude de voir un humain allongé par terre avec un appareil photo, quoi. Donc ça peut être aussi un petit peu intimidant pour les animaux, quoi. Donc on prend le temps, au début en tout cas, de faire connaissance, entre guillemets. Ouais, carrément. Et puis donc une fois que ce petit, on va dire cette installation elle est faite, donc là je vais commencer à repérer un petit peu dans l'environnement les coins sympas pour faire des photos. Je commence souvent par des portraits tranquilles du chien, surtout s'il est calme au début. Souvent je demande aussi des fois qu'ils aient promené un petit peu le chien, notamment avant la séance photo pour qu'il se décontracte un peu. Puis si je vois par contre c'est une pile électrique, dès le début je vais peut-être le faire un peu en mouvement, qui se décharge un petit peu, et comme ça il est plus tranquille après derrière. En fait c'est que de l'adaptation d'une séance photo où je m'adapte au caractère de l'animal. Donc il n'y a pas de schéma type, encore une fois, tout est dans l'improvisation aussi un petit peu en fonction des autres. Ouais. Non, c'est chouette. Donc j'imagine en plus que tu dépends aussi vachement du temps, de la lumière, des horaires, etc. C'est ça. C'est sûr que si c'est le déluge de pluie pour tout le monde, on reporte la séance photo. Après, un ciel gris, par exemple, pour les photos d'animaux, c'est parfait parce que la lumière, elle est diffuse de partout. Elle est très douce. Donc, pour moi, c'est des conditions idéales pour faire des photos. C'est plus facile, on va dire, à gérer niveau lumière. Après, quand il fait grand ciel bleu, surtout en plein été, on va privilégier les lumières très tôt le matin ou très, très tard le soir au niveau du lever ou du coucher de soleil. Et puis avec les animaux, il y a aussi le paramètre température parce que notamment les chiens, ils sont beaucoup plus sensibles à la chaleur. Donc c'est sûr que s'il fait canicule ou même à 30 degrés, il fait trop chaud pour un chien, quoi. Donc j'ai plutôt tendance à faire les séances photos en dehors de l'été. Soit l'hiver c'est l'idéal parce que pour la température c'est parfait pour eux. Après le printemps, l'automne, et puis vraiment s'il y a des gens qui insistent pour l'été, c'est vraiment très très tôt le matin ou très tard le soir, ou un jour où il fait pas chaud, quoi. Ok. Et donc du coup, tu fais ta séance. Voilà, je réalise beaucoup de photos. Ouais. Ça dure combien de temps? Est-ce que tu travailles au temps? Est-ce que tu travailles à la photo? Combien de photos tu fais sur une séance comme ça? Alors après, avec les animaux, moi j'ai deux séances types qui vont dépendre soit des projets, soit du nombre d'animaux qui sont présents. Donc j'ai une première séance photo qui fait à peu près 45 minutes à 1 heure. Donc ça, c'est vraiment le temps de prise de vue. Bon, au-delà, avec un seul chien, ça fait beaucoup. Donc pour leur attention, moi j'ai tendance à plutôt faire des sessions de ce ordre-là. Et puis il y a un certain nombre de photos qui va être déjà inclus dans ce temps de présence, qui vont être remis, qui vont être livrés du coup au propriétaire. Là, sur une séance comme ça, moi, j'en fais au moins 500 de photos parce que y a tellement de mouvements à prendre. Je fais des photos posées. Si les chiens ils sont OK pour faire des photos en action, on fait des photos en action. Il y a des photos faites avec le propriétaire. Donc, il y a plusieurs environnements possibles et pour faire un large choix de photos, quoi. Tout dépend après des besoins aussi, naturellement. Ouais.
Et puis après, j'ai une autre formule où là, c'est plutôt sur 1h30 à 2 heures de séance photo. Donc dans ce cas de figure-là, c'est plutôt conseillé s'il y a 2 ou au moins 3 chiens, en tout cas, là, pour qu'on ait le temps avec chacun, de faire des portraits individuels, de faire des photos ensemble. Ça demande un petit peu plus de temps pour avoir un large choix aussi, quoi. Les photos de groupe, entre guillemets, ça demande un peu plus d'organisation et de technique, donc c'est pour ça que ça demande un peu plus de temps. Il y a un truc que tu as dit qui m'intéresse beaucoup, c'est la manière dont tu t'adaptes à chacun. J'imagine que sur, par exemple, 1 heure de séance photo, tu fais pas 1 heure à mitrailler avec le chien qui te regarde. Comment ça se passe? Est-ce que tu fais des pauses? Est-ce que tu t'adaptes à l'animal que tu as en face? Est-ce que tu t'es formé aussi notre communication aussi pour détecter quand le chien il en a marre, là, genre vas-y, va faire autre chose ou pas? Comment tu fonctionnes là-dessus? Et déjà, en début de séance, je vais aussi avoir tendance à voir avec le propriétaire s'il pratique des activités avec son chien, s'il lui a appris des tours ou ce genre de choses. Ça me permet un petit peu d'orienter aussi la séance photo en fonction. Mais c'est sûr, on va pas faire 1 heure de photo, genre le chien il reste là, il bouge pas, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je varie aussi un petit peu les types de photos, que ce soit du portrait, de l'action ou avec le propriétaire, pour pas que le chien soit toujours dans l'attention, entre guillemets, pour pas qu'il soit toujours focus, sinon il pèterait un boulon, le chien. En fait, on fait des photos pendant des très courts instants, parce que mon chien, oui, il a l'habitude de poser devant l'appareil photo, il peut rester 10 minutes, il n'y a pas de problème. Mais pas les chiens de tout le monde, en fait. J'ai pas, la plupart des chiens que je vois, ils sont pas des pros de top modèle de la photo. C'est des chiens comme tout le monde, qui courent, qui reniflent, qui jouent et qui restent très très peu de temps en statique. Donc je vais avoir une idée de photo, je vais expliquer un petit peu au propriétaire ce qu'on va faire. Et puis, en général, je fais mes réglages avant pour que ce soit tout calé sur la situation que je veux faire. Je lui demande donc de positionner le chien comme je lui ai indiqué. Et puis là, je vais faire beaucoup de photos sur le moment où le chien va poser, parce que un coup, il va avoir une oreille à gauche, une autre sera à droite, une coup derrière. Enfin, il n'y aura qu'une seule photo de bien. Plus t'as de chance d'avoir une bonne, quoi. Exactement, parce que ça va très très vite dans les petits positionnements de tête. Un coup, il peut avoir la gueule ouverte, un coup, il peut avoir la gueule fermée, la langue dans un côté. Les yeux qui regardent. Exactement. Ailleurs. Mais bien entendu, sur les signaux de communication et de signaux d'apaisement, j'y fais attention aussi pour que je me rende compte si la position dans laquelle il est, ça le met pas à l'aise et qu'il est pas confortable. Dans ce cas-là, je dis au maître, on fait une pause, ou on réessaye plus tard, ou ça va pas, quoi. Enfin, pas pour le chien en tout cas. Donc je suis pas une experte de la communication canine, mais j'essaye un petit peu quand même d'être attentive là-dessus pour déceler ces signaux de stress, quoi. Voilà un petit peu comment ça se passe sur le moment d'une séance photo. Et puis en général, si je vois que la position de demander, c'est OK, pareil, c'est toujours des petites sessions, ça dure 30 secondes, 1 minute, en fonction de ce que propose le chien aussi. Mais jamais on bloque le chien à la position. S'il a envie de partir, il part. Je préfère justement qu'il parte et qu'on le replace 3-4 minutes après, plutôt que de le stresser à dire non, tu bouges surtout pas, quoi. Voilà. Donc après, sur les séances photos, moi j'ai tendance à dire aussi au propriétaire d'amener un paquet de friandises énormes ou des jouets, enfin tout ce qui motive le chien, surtout pour que ça soit du jeu aussi pour lui, et de la motivation, que ce soit un moment de plaisir également, parce que si ça l'emmerde dès le début, il ne sera pas coopératif pour tout le reste, hein. Donc dès le début, il faut lui donner toute motivation. Et donc, quand le chien il tient une pause et que je sens, par exemple, soit qu'il est un peu la bougeotte ou qu'il n'a pas forcément l'habitude de rester en statique, je propose souvent au propriétaire pour le maintenir en position, de lui donner justement toutes les 10 secondes une friandise, par exemple. Il n'y a pas de chronomètre, mais voilà, dès que je sens que le chien il peut potentiellement peut-être partir, mais qu'il y a moyen de le garder encore un tout petit peu, je lui dis attendez, récompensez-le un petit peu. Et comme ça, après, on a la photo et puis on le libère, quoi. Ok. Et toujours sur le processus de ta séance, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as une photo en tête ou est-ce que tu t'adaptes vraiment à ce que tu as sur l'instant? Comment ça s'articule un peu ce que tu peux avoir en tête? Enfin, moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça. Je visualise beaucoup, je projette beaucoup ce que je voudrais avoir. Et c'est pareil pour le podcast, d'ailleurs. Je fonctionne beaucoup comme ça. Et puis après, il y a la réalité qui te propose d'autres choses.
comment tu composes avec ça? Est-ce que toi, tu fonctionnes comme ça aussi? Non, j'organise rien du tout. Moi. Okay. C'est peut-être un inconvénient pour certains, mais moi, j'improvise tout le temps sur ce qu'il y aura sous mes yeux. Ouais. C'est valable dans toutes mes prestations, que ce soit avec les animaux ou même avec les humains. J'organise seulement le lieu de rendez-vous en fonction du tempérament des animaux et des humains, forcément aussi. Ouais. Et puis, si le lieu est esthétique ou pas pour le rendu qu'on veut, quoi. Donc, c'est le seul truc que j'organise. Après, sur la séance photo, j'ai jamais d'image prédéfinie dans ma tête. Ok. Voilà. Après, ça m'arrive que les propriétaires veulent un type de photo. Je prends toujours note pour justement m'en inspirer. Le but, c'est jamais de copier. Et puis, en fait, peut-être que j'ai un problème, je sais pas aussi, mais sur la séance photo, quand on commence, j'ai toujours 15 000 idées ou 15 000 trucs que je veux faire. Et quand je commence une, j'oublie l'autre. Ouais, donc après, au final, je fais ce qui vient en tête au moment donné, quoi. Ok. Non, mais c'est très chouette. Puis... c'est aussi ce que j'essaie de faire, tu vois, en enregistrant, c'est de garder un maximum de spontanéité parce qu'en fait, c'est dans la spontanéité que tu as le plus de qualité, je trouve. En fait. C'est beau ce que tu dis. Non, mais je trouve que le rendu n'est pas le même, en fait, quand tu prépares hyper bien. Les deux peuvent être très bien, mais je trouve que dans la spontanéité, il y a un truc qui fait que tu as saisi un instant et je pense que c'est aussi tout le but. C'est ça. De ce métier-là. Ouais, et puis je suis quelqu'un qui improvise tout le temps et je peux jamais dire il y aura tout le temps cette photo, c'est pas possible. Ouais. Déjà parce que j'ai jamais les mêmes idées, il y a jamais les mêmes lieux, jamais la même lumière. Et puis peut-être qu'un propriétaire veut telle photo qu'il a vue sur internet, mais qu'avec son chien c'est pas possible en fait parce que physiquement il a pas envie ou parce que ça le stresse ou quoi que ce soit. Donc toujours s'adapter à l'animal surtout, quoi. Ok. Est-ce que tu considères que c'est possible de faire une séance photo avec tous les chiens? Est-ce que, je sais pas, un chien qui pourrait avoir des troubles du comportement, qui pourrait être réactif ou âgé ou justement super chiot, etc. Est-ce que pour toi, c'est faisable quand même? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu isoles un petit peu et auxquelles tu préfères pas donner suite parce que tu t'en sens pas? Et pour moi, tous les chiens peuvent être pris en photo, peu importe leur éducation, comportement, âge, pathologie aussi. Oui. Bon, bien sûr, si le chien il a envie de me manger, peut-être pas, mais pour une question de sécurité aussi. Pas besoin d'un chien hyper obéissant, même la plupart des chiens que je rencontre, ils sont pas obéissants en claquant des doigts. S'il faut, parce qu'ils sont pas à l'aise à être détachés, on les garde attachés, et c'est pas grave, c'est ok. On garde la laisse, on garde le collier, et puis après, ça fait partie de la prestation aussi d'enlever en retouche le collier et la laisse. Donc c'est tout à fait faisable de faire une séance photo avec des chiens qui sont très jeunes du coup parce qu'ils n'ont pas encore d'éducation, ou en tout cas c'est les prémices. Ouais. Et c'est aussi ok avec les chiens âgés qui peuvent moins bouger, on s'adapte, c'est pas grave. Oui, avec un chien qui est très âgé ou qui est malade, je vais pas lui faire courir ou sauter au-dessus d'un tronc, normal. On s'adapte. Avec les chiens réactifs aussi, donc après tout dépend un peu du degré de la réactivité aussi, c'est pareil. Donc j'ai déjà réalisé une séance photo avec une jeune chienne qui était réactive, congénère et aussi humain. Donc j'étais déjà au courant avant la séance photo. On avait c'était des propriétaires qui m'avaient contacté avant même que leur chiot arrive pour un bon cadeau sur une séance photo. Et puis quand le chiot est arrivé, ils se sont rendus compte qu'il y avait des petits soucis de social, qui a commencé à avoir de la réactivité. Donc ils ont un petit peu tardé, ils se sont dit mince, on va pas pouvoir la faire cette séance photo. Mais je suis contente parce qu'ils m'ont quand même contactée en me disant mince, on a la séance photo de prévue, mais voilà, il y a ces soucis de comportement. Et je fais mais on s'adapte, il n'y a aucun souci. Et puis on fait les photos. Donc la chienne, je savais qu'elle n'était pas du tout à l'aise avec la présence d'autres humains ou même d'autres chiens. Donc on a choisi un lieu hyper calme, tôt le matin, du coup, pour éviter toute fréquentation qui pourrait la mettre en stress. Et ce que j'ai fait pour qu'elle ait confiance aussi en moi, surtout un être humain par terre allongé, donc tout ça. Là, on a pris beaucoup de temps. J'aurais dit, pas de souci, avant de commencer les photos, on va échanger. Déjà, c'est vous qui allez venir vers moi et pas moi qui vais venir vers eux. Donc, pareil, elles ont jeté plein de friandises au pied de leur chien pour que tranquillement on s'approche. Donc, en plus, elle a été suivie avec une éducatrice en positif. Donc, ils avaient toutes les clés pour que ça fonctionne bien. Et puis, donc, dès que je voyais que la chienne n'était pas à l'aise et qu'elle allait déclencher, je reculais. Ils allaient faire un petit tour, et puis pareil. Et puis, au bout d'un moment, c'est moi qui jetais les friandises par terre. Et puis, au bout d'un moment, elle courait sur moi pour faire les photos. Ok, trop cool. Il faut juste prendre le temps. Je pense c'est s'adapter, toujours s'adapter.
Donc cette chienne-là, on l'a pas détachée du coup, parce que question de sécurité, elle est restée en collier avec une laisse pour la prise de vue. On a réussi à faire quelques photos en action dans un chemin pour pas qu'elle s'éparpille n'importe où, pour la voir un petit peu en mouvement. Donc comme ça permettait aussi de cadrer, de sécuriser la séance photo avec un chien qui a des petits soucis de social, mais bon, on fait avec, quoi. Ouais. Ok, c'est très cool. Très très chouette. Ça, c'est pour tout ce qui relève vraiment de la séance photo en elle-même. Est-ce que tu peux nous parler de l'après-séance ? Qu'est-ce que tu fais ? Ça, c'est la partie créativité photographe numéro 2, on va dire. Là où on va pouvoir y mettre un petit peu sa touche artistique. Donc, sur les séances photos avec les animaux, donc dans un premier temps, il va y avoir tout ce qui va être déchargement des cartes mémoire, qui prend un certain temps, surtout qu'on fait 3 sauvegardes. Enfin, j'en fais 3 en tout cas. Enfin, même 4 si on compte. Il y a le déchargement sur l'ordinateur. Donc là où je travaille dessus, sur le disque de travail. Directement après, je fais une sauvegarde donc, sur le NAS, qui est en système où il y a 2 disques durs qui copient en double les données. Et parce qu'on n'est jamais trop prudent d'un éclair ou que celle d'une coupure de courant qui pourrait griller le NAS, je fais une 3e sauvegarde sur disque dur externe. Ok. Voilà. Et en fait, je vais travailler uniquement sur ma copie qui est sur mon ordinateur, mais comme ça, si jamais mon ordinateur il lâche, j'ai encore les photos sauvegardées ailleurs, quoi. Donc une fois que ça c'est fait, ça prend en général quelques temps quand même. Après, donc ça va être la première étape, ça va être de trier les photos ou de sélectionner en tout cas les plus jolies. Donc sur une séance photo comme ça, en général, j'en sélectionne entre 50, 60 à peu près. S'il y en a plus, je me limite pas en nombre. Ça dépend aussi du chien et des propriétaires, puis de tout ce qu'on a pu faire. Donc le tri est une bonne étape déjà. Et après, ça va être de faire un premier traitement sur les logiciels comme Lightroom notamment, pour déjà un petit peu, on va dire, développer l'image. Parce que le fichier brut, donc moi je shoot en RAW, le fichier brut de l'appareil photo en numérique, j'aime bien le comparer entre guillemets à la pellicule argentique. Il faut le développer pour que ça révèle l'image, quoi. Ok. Donc en numérique, pareil, on fait le développement, ce qui me permet déjà dans un premier temps sur les photos sélectionnées de montrer un petit peu le travail qui a été fait donc, avec les propriétaires. Et sur leurs photos qu'ils auront préférées, leur sélection, là, je vais finaliser la retouche en allant beaucoup plus loin sur le rendu d'image, en enlevant les colliers, en enlevant la laisse, ce genre de choses, pour vraiment rendre un truc artistique, quoi. D'accord, ok. Voilà. Donc après, c'est beaucoup de travail sur retouche. Donc là, on compte à peu près une demi-heure par photo sélectionnée, quoi. Ok, d'accord. Ok. Et ensuite, tu livres... Et après, donc, une fois que toute la partie retouche donc, de la sélection du propriétaire est faite, en effet, ça va être la livraison des images, donc en numérique via un transfert de fichiers numériques. Après, moi aussi, dans mes formules, je propose des impressions sur papier d'art, sur une impression papier, quoi. Donc après, ils choisissent la photo préférée qu'ils veulent imprimer. Trop bien. C'est trop chouette. Parce que le fichier numérique, c'est bien, mais le papier, c'est mieux. Oui. Et puis, c'est autre chose. Après, tu l'as et c'est ça. Tu l'as toujours, quoi. Exactement. Puis on peut l'encadrer. C'est un truc qui reste, quoi. Alors que fichier numérique, avec mes galères informatiques, ça montre bien qu'on n'est jamais à l'abri d'une coquille. C'est clair. J'ai pas perdu de fichier parce que j'ai beaucoup de sauvegardes, mais peut-être que tout le monde n'a pas autant de systèmes de sauvegarde et que c'est important aussi d'avoir du papier, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Mais c'est vrai que je trouvais ça important de parler de ce qu'il y a dans les coulisses de ton métier, parce que effectivement, c'est aussi ce qui justifie amplement le prix des prestations aussi, parce que c'est un coût. Tout ça, j'imagine. C'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps passé. C'est ça. Et c'est très, très loin de juste l'heure passée en séance. Oui, il y a un vrai travail derrière, quoi. Oui, c'est ça. En fait, beaucoup pensent qu'on fait juste appuyer sur un bouton. Je caricature, mais il y a beaucoup d'investissements de matériel. On se rend pas compte, mais rien que mon matériel photo, je parle même pas du système de sauvegarde ou de l'ordinateur, il y en a pour entre 10 et 15 000 euros. Wow. Tu rajoutes un ordinateur qu'il faut performant pour pouvoir traiter un gros lot de photos. Si on fait qu'une séance photo par semaine, pas de souci. Non, mais moi, j'en suis pas à ce rythme-là, avec les mariages d'autant moins. Donc il faut un ordinateur quand même assez puissant pour pouvoir traiter des milliers de photos par mois, quoi. C'est pas juste une petite séance photo par-ci par-là, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis tout le système de sauvegarde, rien que le NAS sans les disques durs, ça coûte entre 800 et 1000 euros. Donc voilà, après on rajoute les disques durs. C'est un gros investissement. Je pense qu'on est facilement aux alentours de 20 à 25 000 euros de matériel, quoi, dans l'activité. Et ça, c'est que pour faire son métier, parce qu'après il y a tout ce qui va être l'imprimante ou les systèmes informatiques pour livrer les galeries, les systèmes de comptabilité et de gestion, les systèmes d'impression de papier. Enfin, il y a pas mal de choses annexes aussi à côté, quoi. Les abonnements au Photoshop.
Et oui. et etc. Et puis une bonne voiture pour pouvoir aller en prestation aussi. Donc ouais, c'est pas un métier gratos. Oui, bah, c'est aussi là, enfin, tu vois, tu parlais au tout début du fait qu'il n'y a pas de formation nécessaire, un minimum requis en tout cas pour exercer le métier de photographe et qu'il faut juste se déclarer. Mais je pense que le professionnalisme de ce métier, il est là-dedans aussi. Il est dans l'investissement que tu mets, dans tout l'après, quoi, l'arrière photo, quoi. Oui, il y a plein de choses qu'on n'imagine pas quand on s'immatricule. Ça, on l'apprend soit parce qu'on arrive à des expériences loupées qui font mince, bah ouais, j'avais pas fait de sauvegarde, j'avais perdu toutes les photos de mes clients. Ça m'est jamais arrivé, ouf. Je touche du bois. Parce qu'on n'est jamais à l'abri quand même, donc je touche du bois. Et puis oui, il y a plein de choses annexes. Par exemple, moi sur mon appareil photo, j'ai 2 emplacements pour des cartes mémoire. Donc en fait, quand je prends une photo, ça sauvegarde automatiquement sur mes 2 cartes mémoire. Parce que si j'ai une carte mémoire qui grille pendant la séance photo, bah, j'ai quand même une copie ailleurs. Donc rien que là, en fait, on n'y pense pas tout le temps. Et puis après, ça va être sur 2 boîtiers différents. Comme ça, si j'ai un boîtier qui me lâche, j'en ai un deuxième. Donc pour pas se retrouver à pas pouvoir bosser ou parce qu'on a le couteau sous la gorge, on peut pas racheter du matériel le jour où il clash et qu'on en a besoin tout de suite, quoi. Donc c'est beaucoup d'anticipation aussi niveau matériel et investissement. Et un point important, j'aimerais bien le préciser. Oui, bien sûr. Les assurances professionnelles aussi. Prenez une assurance professionnelle. Non, c'est clair, c'est trop important. Bah, j'imagine que tu fais aussi beaucoup de séances photo avec ton chien, avec Riley. Comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est pareil qu'avec tes clients ou pas du tout? Comment ça se déroule? Oui, Riley est habitué depuis qu'il a ses 2 mois à être pris en photo, ça c'est vrai. Donc du coup, maintenant, il a un peu l'automatisme dès qu'il est pris en photo à être plutôt tranquille. Ça, c'est l'avantage. Mais pour autant, c'est très difficile que moi, je le positionne et que je fasse les photos en même temps. Donc là, j'ai souvent mon conjoint qui vient avec moi. C'est moi qui vais... En fait, c'est un peu comme une séance photo, du coup, avec des propriétaires. C'est-à-dire que je vais dire à mon chéri, tiens, je voudrais faire une photo de Riley là, est-ce que tu peux me le positionner et tout et tout. Mais bon, c'est un peu plus facile parce que Riley a l'habitude de tenir les positions longtemps, quoi. Et on peut s'éloigner de lui aussi sans que c'est d'interférence. Parce qu'avec les propriétaires, des fois, leur chien, dès que tu t'éloignes un tout petit peu, surtout dans un lieu qu'ils connaissent pas, ils vont bouger. Donc dans ce cas-là, je dis restez auprès de votre chien et puis c'est pas grave. Après, moi je fais un montage photo je fais une photo avec propriétaire et sans propriétaire et puis après ça me permet de rattraper en fait des éléments ou alors on le supprime en retouche aussi. Les joies de Photoshop. D'accord. Donc, je comprends tu peux dézoomer la photo que tu me disais tout à l'heure. Okay. Voilà, mais tout ça prend du temps. Oui, donc là aussi on est sur une justification aussi des prix de séance, quoi. Ouais, c'est clair. Donc oui, Riley a l'habitude d'être pris en photo dans des environnements divers et variés, du statique, de l'action, ça c'est vrai qu'il a l'habitude, quoi. Puis je profite, il est jeune, donc il a encore toute sa fougue. Photogénique en plus. Il paraît. Moi, il y a un point sur lequel je voulais revenir aussi, qui je trouve est vachement important dans le métier de photographe, c'est l'effet thérapeutique que ça peut avoir. Alors, je pense à quand, en tant qu'humain, on apparaît sur les photos et qu'on se voit en photo, parce que c'est toute l'image de soi qui apparaît là, qui peut être différente ou pas de ce qu'on a en tête. Mais aussi sur nos animaux, ça permet aussi de les voir autrement, de les voir un peu sublimés par le travail de quelqu'un d'autre, d'un œil extérieur. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est un point important pour toi dans ce métier-là? Alors, c'est vrai que c'est un grand sujet, la photothérapie. Je dis vraiment entre guillemets le thérapie parce que je suis pas thérapeute. Déjà, il faut vraiment faut en avoir conscience. En tant que photographe, des fois, on peut s'imaginer qu'on est un peu magicien, mais pas du tout, en fait. On fait vraiment des photos de ce qu'on voit. En tout cas, chaque photographe a sa sensibilité et il retranscrit ce qu'il voit de sa manière. Mais pour autant, on n'est pas des interprètes, quoi, si je puis dire. Donc c'est vrai que le côté thérapie est très délicat. Moi, je préfère ne pas me lancer dans cette démarche-là. Je sais qu'il y a d'autres photographes qui le proposent, des séances photothérapie, notamment en estime de soi et ce genre de choses. Donc moi, j'ai pas du tout les connaissances là-dedans. Après, c'est vrai que même moi, quand je demande, quand entre collègues, on inverse un peu les rôles et qu'on se met devant l'objectif, c'est toujours un peu délicat de se voir en photo. Ouais. Surtout qu'en fait, nous, quand on se regarde dans le miroir, on voit une image qui est inversée parce que la réflexion du miroir inverse le sens de l'image. Alors que quand on prend une photo, c'est la personne telle qu'elle est, telle que tout le monde nous voit et qui n'est pas la même que ce que nous, on se voit dans le miroir. Ouais.
Donc c'est là où ça peut justement un peu perturber et être étrange de temps en temps. Mais après, en tant que photographe, on est là aussi pour voir soit pas forcément le profil le plus beau, mais les postures qui mettent mieux en valeur certaines morphologies. Donc ça, c'est des choses qu'on adapte pour pouvoir justement pas forcément rendre une photo plus belle, mais au moins que la personne se sente bien sur l'image, quoi. Ouais. Donc après, on s'adapte et on fait un peu en fonction de ce qu'on a comme environnement. Ça peut être de s'asseoir, d'être debout, de courir. Enfin, il y a plein de choses possibles, mais des angles aussi de vue. Et puis la lumière aussi va jouer sur le modelage de la peau et de les morphologies aussi. Donc c'est complexe. Ouais, mais c'est intéressant, la démarche qu'il peut y avoir là-dedans. Je sais pas si c'est le cas, si ça t'arrive par exemple sur les photos, pas forcément les photos de mariage, parce que bon, là, le but c'est vraiment d'être au top du truc, mais sur les photos de famille par exemple, ou des photos de grossesse, typiquement, la photo de grossesse peut avoir cet effet-là qui est d'accepter un peu son corps qui change, etc. D'autant plus avec les femmes enceintes, parce que déjà, c'est pas tous les jours qu'elles sont enceintes, donc déjà, il faut qu'elles acceptent elles-mêmes leur modification corporelle du fait de la grossesse. Ouais. Donc, c'est pas tout le monde qui accepterait de faire une séance photo de grossesse si déjà, en tant que femme enceinte, elle se sent pas très à l'aise, ça arrive. Donc les photos, soit ça peut justement aider à se dire finalement je suis canon, tu vois, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on peut se dire, mais ou à l'inverse, ça peut être mince, non, je m'apprécie pas du tout enceinte, ça peut arriver, hein, chacun on est propre à chacune et chacun on est propre à son estime de soi, quoi. Et c'est vrai que je suis pas thérapeute, donc l'estime de soi, je peux pas y travailler dessus. Ouais. Mais on fait tout le temps en sorte, en tout cas, de rendre des photos où les gens sont les plus à leur avantage, bien entendu. Trop, trop bien. Et du coup, je voulais reparler un peu avec toi de toute la partie... je sais pas pourquoi j'ai envie d'appeler ça post-production, mais vraiment la partie de traitement de la photo. Ce que tu fais sur Photoshop, typiquement, de vraiment retraiter la photo. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu travailles dessus ? Est-ce que t'enlèves des trucs, t'ajoutes des trucs, tu changes les couleurs, la lumière, je sais pas. Comment ça se passe dans ce que tu fais ? Après le traitement et donc après la sélection des photos par le client, c'est ça. Ouais. Donc typiquement, si le chien, on devait le garder en laisse pour des questions de sécurité, ça peut être d'enlever la laisse, le collier. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à préconiser le collier pendant la séance, non pas pour des questions d'éducation ou quoi, mais c'est parce que c'est quand même plus facile à enlever sur Photoshop qu'un harnais. Ouais. Donc plutôt collier pour l'enlever plus rapidement sur Photoshop. Après, ça va être des suppressions d'éléments dérangeants, ça peut être une brindille qui est un peu trop haute ou qui passe devant le chien. Bon, des fois, elle passe pas forcément des lieux très, très pratiques à enlever, mais on s'en sort un peu. Après, ça peut aller juste aussi avec un peu l'outil fluidité. Par exemple, les colliers, ça va avoir tendance à aplatir au niveau des poils, surtout chez les chiens à poils longs. Donc, faut remodeler un petit peu tout ça comme s'il n'y avait pas de collier. D'accord, ok. Si, je sais pas, ça peut arriver. Moi, des fois, Riley, par exemple, il a une oreille, je sais pas, elle part en castagnette parce que des fois, il fait un peu des têtes de blasé. On peut presque un petit peu la redresser si jamais il était un peu sur une autre écoute ailleurs, quoi. Ça peut être de supprimer aussi sur des choses en arrière-plan qui sont dérangeantes, notamment des arbres. Des fois, ça coupe un petit peu la lecture d'image parce que ça arrive derrière le sujet, à un endroit pas très, très esthétique. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à enlever. En général, on en rajoute peu. Ça peut arriver qu'on rajoute ce qu'on appelle les overlays. Donc ça peut être de rajouter de la neige, de la pluie, des feuilles. Ça, je le fais pas trop en général. Disons que le seul fois où ça m'est arrivé de rajouter de la neige, c'est parce qu'il neigeait vraiment le jour de la séance photo avec Riley et que j'ai voulu amplifier un petit peu plus la neige sur la photo. Mais en général, je rajoute pas de la neige si en plus c'était en plein été. Enfin, pour moi, faut que ça reste cohérent aussi quand même, quoi. Ouais. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, suppression ou ajout d'éléments. Et après, sur tout ce qui va être plutôt colorimétrie, c'est vrai qu'en photo animalière, je suis plutôt en couleur. Je fais très peu de photos en noir et blanc. Déjà parce que la couleur, ça permet de retranscrire aussi le chien en lui-même. Oui. Et parce que... je suis plus couleur que noir et blanc aussi de base, quoi. Ouais. Donc après, tout le travail de colorimétrie, surtout sur les photos animalières, ça va être de faire attention à ce que le pelage du chien il reste tel qu'il est. Parce que, par exemple, quand on va photographier un chien dans l'herbe, si le chien il est blanc, t'as toute l'herbe qui va se refléter sur son poil blanc. Et en fait, ton chien il va être vert, quoi, ou jaune-vert, quoi. Donc tout ça, il faut le retraiter. Donc remettre le chien blanc. C'est un peu bête dit comme ça, mais il faut redonner en tout cas son poil blanc. Faut pas non plus que ce soit désaturé, parce qu'on sait bien qu'il y a quand même des nuances dans le blanc, surtout chez les chiens blancs, ils sont rarement blanc. Donc ça va être un gros travail au niveau du traitement. Et puis sur le décor, sur l'arrière-plan ou sur l'environnement, en mettant
en parallèle le chien. On peut aussi travailler la chromie indépendamment du chien. Donc, c'est là où on va caler, on va dire, les couleurs, le contraste, la saturation. On peut aussi même aller un petit peu plus loin en donnant une ambiance particulière, par exemple en réchauffant la photo ou à l'inverse, en la refroidissant suivant l'interprétation qu'on veut lui donner, quoi. Donc ça, c'est un gros boulot, surtout pour pas que le travail du fond, enfin de l'environnement de l'arrière-plan, il impacte un peu l'âge du chien, et il faut détourer, quoi. Il faut vraiment traiter individuellement les deux. Donc il faut s'amuser à détourer le chien. Bon, maintenant Photoshop est de plus en plus performant, il nous aide beaucoup, mais ça prend un petit peu de temps quand même, quoi. Et puis après, il y a des choses qu'on peut également faire, c'est retravailler un peu les éclairages, entre guillemets, ou intensifier un éclairage. Moi, je travaille beaucoup à contre-jour, par exemple. Donc oui, c'est normal si votre photographe travaille à contre-jour. Et que vous n'avez pas de résultat, c'est normal aussi. On me dit souvent en prestation, mais vous êtes à contre-jour. Oui. oui, j'ai vu, merci. Donc, c'est ça. En fait, la lumière en contre-jour, surtout quand on a des textures de poils, ça va vraiment mettre en valeur le contour du chien avec tous les petits bouts de poils individuels. Ça va mettre un éclairage par l'arrière. Puis ça aussi, on peut un petit peu le booster, on va dire. J'aime pas le rajouter, mais l'amplifier, le booster un petit peu plus, pour que ça fasse un peu comme un halo de lumière, si on n'a pas réussi à l'avoir en prise de vue. Des fois, on peut l'avoir en prise de vue, mais il y a vite du flair, des photos qui vont avoir une espèce de voile sur les images. Donc, tout ça se travaille, quoi. Ouais, ok. C'est passionnant. J'adore la photo et je trouve ça trop bien. Merci. Je vous en prie. Du coup, on va passer à la partie conseils. Oui. Ça va bientôt être les vacances d'été. On va vouloir faire des jolies photos de son chien. Oui. Quel conseil tu pourrais donner pour réussir une jolie photo ? Quels sont les éléments on va dire, auxquels faire attention pour avoir une chouette photo ? Et déjà, surtout si c'est en plein été, ne faites pas ça en pleine journée. Privilégiez, surtout quand il fait chaud, déjà pour le chien, tôt le matin ou tard le soir, comme les balades, de toute façon. Privilégiez du coup ces lumières-là aussi du matin et du soir qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus esthétiques. Diffuse et moins contrastée. Parce qu'une lumière qui va être en plein zénith, le soleil est vraiment très haut dans le ciel et très écrasant, ça va faire vraiment des très forts contrastes sur l'animal. Donc, en plus, si vous avez un chien noir en plein milieu d'une terrasse en pierre blanche, votre appareil photo, il va galérer, quoi. Et puis, ça ne sera pas forcément un rendu très esthétique parce que le chien noir, il sera soit tout blanc, enfin pas assez noir, et puis la dalle en pierre va être toute blanche. Soit à l'inverse, le chien va être noir, et puis les dalles vont pas être de la bonne couleur non plus. Donc bref. Déjà, privilégiez les lumières beaucoup plus douces de la journée, de préférence même quand c'est nuageux, comme ça vous avez toute la journée pour faire des photos. Les nuages sont un très bon diffuseur de lumière. Donc ça va être la petite notion, on va dire, lumière. Ensuite, d'un point de vue, on va dire, purement photo, ce que je conseille, c'est toujours être au niveau du chien. C'est-à-dire, faut s'allonger par terre, faut pas hésiter à se rouler dans la boue. Bon, en été, on est un peu moins sujet à la boue, donc ça va. Mais d'être toujours à la hauteur du chien. Toute règle doit être rompue aussi, donc on peut aussi s'amuser à faire des photos vraiment pile au-dessus du chien, mais voilà, c'est une démarche. Mais je veux dire, essayer d'être souvent au niveau du chien. Ça peut aussi être un bon moyen du coup de cacher un peu d'arrière-plan. Le fait d'être à ras le sol, ça va permettre justement de ne pas trop voir ce qui est juste derrière le chien et que ça va un peu le diffuser, un petit peu le cacher, quoi. Voilà comme conseil. Et puis après, c'est de beaucoup pratiquer surtout. Toi-même, tu le sais. Oui. de beaucoup pratiquer. Et puis que si on n'est pas à l'aise avec un chien qui veut poser, rien n'empêche de faire des photos de lui sur ce qu'il fait sans avoir à le diriger, quoi, de le prendre sur le vif. Déjà, ça sera un très bon exercice parce que les photos en mouvement, c'est ce qu'il y a de plus dur au final, d'un point de vue technique. C'est ce qui est le plus compliqué à gérer, et pour le photographe et pour le matériel aussi. Et niveau matériel, du coup, tu recommanderais quoi ? Est-ce que tout ça s'applique avec des photos faites au téléphone ? Ou est-ce que c'est vraiment spécifique parce que tu conseilles vraiment d'avoir un appareil photo ? C'est quoi ta philosophie là-dessus ? En soi, on peut faire des photos avec tout, même avec un téléphone. Tout dépend en fait du rendu qu'on veut. Avec un téléphone, même si je sais que le dernier iPhone, je sais pas combien, il a plein de possibilités qui permettent d'avoir des flous d'arrière-plan, etc. Ça reste que de l'interprétation numérique. C'est pas optique.
les flous d'arrière-plan chez un photographe, c'est pas de l'ajout Photoshop. Il y en a qui le font aussi, mais à la base, c'est optique. C'est de l'optique. Donc, c'est pas le même rendu, quoi. C'est pas la même finalité. Donc, oui, on peut faire des photos avec le téléphone. Il y aura peut-être un peu moins de réactivité pour des photos en action, par contre. Peut-être plus facilement pour des photos posées. Après, si on veut vraiment faire de la photo d'action, là, ouais, je recommanderais quand même d'investir dans du matériel. J'aurais pas de modèle à préconiser. C'est sûr que plus on va monter sur du haut de gamme et plus ça sera performant et adapté. Le petit constat qu'on a fait il y a quelques jours, du coup, pour le podcast, il a fallu que je passe devant l'appareil photo avec Riley. Et donc, c'est mon chéri qui s'est amusé à faire les photos. Et en fait, il a pris son boîtier. J'aurais pu lui passer le mien, mais en fait, il a pris le sien. Et en fait, on se rendait compte qu'il avait beaucoup moins de réactivité par rapport à mon matos. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte de l'importance du boîtier aussi pro, c'est qu'il y a beaucoup plus de marge de manœuvre en termes de suivi d'autofocus, en termes de cadence rafale aussi, même si on n'est pas toujours en appui long sur la détente, avec un chien en action, mieux vaut quand même avoir la possibilité de prendre beaucoup de photos très rapidement, quoi. Donc ouais, il y a aussi un petit peu des contraintes techniques quand on peaufine, quand on va plus loin, ça va être nécessaire après de monter en gamme sur du boîtier. Donc soit que ce soit sur du réflexe, soit de l'hybride. Le bridge aussi, ça peut y jouer. Après, c'est plus la contrainte optique sur les bridges qui va être limitant. Parce qu'on aura moins d'amplitude optique, notamment de flou d'arrière-plan, ce genre de choses. Ok. Trop bien, c'est passionnant. Moi, je peux continuer encore 2 heures comme ça. Vas-y, il n'y a pas de problème. Tu fais aussi des stages d'initiation à la photo. Oui. J'en ai suivi un, il y a presque 1 an maintenant. Déjà ? Ouais, c'était en juin. Tu te rends compte ? Ah ouais. Ça fera un an quand l'épisode sortira. Finesse, c'est fou. Et je voulais en parler parce que j'ai trouvé ça vraiment très cool et je voulais mettre en avant aussi le fait que tu proposes ce type de prestation. Est-ce que tu peux nous en parler ? À qui ça s'adresse ? Qu'est-ce qu'on fait pendant ce stage ? Et là, donc toi, tu as eu l'honneur ou pas, mais de faire, on va dire, une initiation à la photographie, on va dire avec ce que j'appelle les réglages manuels avec le triangle d'exposition. Parce que donc il y a des boîtiers grand public qui permettent de faire des photos en mode automatique. Donc pour le coup, il y a juste à appuyer sur un bouton. Et puis, il y a, quand on passe sur du réflexe ou même du bridge ou de l'hybride, on a aussi la possibilité d'avoir des réglages manuels. Et donc là, c'est le photographe qui décide les réglages pour faire sa prise de vue. Donc, en effet, on propose des stages d'initiation à la photographie en réglage manuel. Donc, le but, ça va être de comprendre le triangle des expositions, à savoir l'ouverture du diaphragme, c'est quoi, ça sert à quoi, la vitesse d'obturation, qu'est-ce que ça fait également. Et le dernier point, ça va être la sensibilité ISO, donc, qui existe aussi sur les pellicules argentiques pour ceux qui connaissent, et en numérique également. Donc, c'est les 3 paramètres fondamentaux pour faire une photo, en fait. Bon, il y a d'autres réglages qui vont à peu près s'affiner ensuite d'un point de vue technique pour la mise au point, le focus, etc. Ouais. Mais ces 3 paramètres-là, ils sont obligatoires pour faire une photo, tout simplement. Donc, je propose des initiations à ce niveau-là. Et peut-être qu'à terme, je vais peut-être réfléchir aussi à aller plus loin, en fait, après l'initiation, pourquoi pas sur des stages en retouche ou en traitement d'image, ou même sur une thématique, que ce soit du portrait du animalier ou des photos de portraits d'humains. Ça peut être aussi, donc pourquoi pas, en fonction de s'il y a des gens intéressés. Je serai là. Je te le dis. Oh, c'est gentil. Non, c'était trop cool. Donc, je voulais en parler parce que moi, ça m'a vraiment appris les bases de la photographie avec un appareil autre que mon téléphone et des appareils que j'avais pu avoir entre les mains. Donc c'est chouette, je trouve, quand on s'offre un appareil photo. Moi, c'était le cas. Je me suis offert ça pour mes 25 ans. Et donc, je trouvais fondamental d'apprendre à s'en servir et pas de faire que de la photo en automatique parce que c'est beaucoup moins rigolo. Mais ça fait un peu peur, c'est un peu technique, etc. Mais une fois qu'on a passé le cap, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, ouais, et puis c'est comme quand on apprend à conduire une fois qu'on après, on a les automatismes après, quoi. Exactement. Ouais. Ok. Du coup, je vais te poser maintenant la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir un chien et qu'est-ce qui t'apprend et t'apporte au quotidien ? Déjà, qu'est-ce que ça a changé dans mon quotidien ? Beaucoup de choses. Déjà, il faut le promener tous les jours. Non, ça, à la base, limite, c'était un argument en fait pour avoir un chien. C'était que en fait, si j'ai pas quelque chose qui me dit il faut que j'arrête de travailler, il faut que je sorte, je travaillerai toute la journée. Donc maintenant, j'ai une contrainte. Il faut que je sorte Riley. Comme ça m'oblige à sortir de mon bureau et de mon ordinateur. Donc, déjà, une vie un petit peu plus active du fait que il faut aussi se bouger pour assouvir à ses besoins.
plus active aussi dans le sens parce que je fais des activités avec lui. Je fais un petit peu de troupeau, mais ça c'était plus déjà comme on en a parlé tout à l'heure, de voir un petit peu les aptitudes du border collie, même si Riley n'est pas un très grand chien de berger au sens de travail propre. Et on fait du mount trailing aussi. Donc de faire des activités avec son chien, ça change du quotidien. Moi qui étais un peu une sportive, entre guillemets, en sport de salle ou en extérieur, là c'est différent parce qu'on pratique avec son... Enfin c'est pas un sport, mais on pratique une activité avec son chien, donc c'est cool de partager un truc. Après, il y a toute la partie éducation. Là, j'avoue que Riley, il a été costaud quand même. C'est un chien qui est facile à vivre, mais alors il y a le mythe, ou pas mythe, de la crise d'adolescence chez le chien. Donc je voyais les discours un peu sur les réseaux, ouais, c'est le mythe, la crise d'adolescence. Et là, j'étais là, mais moi, mon chien était parfait quand c'était un chiot. Et après, à partir de 6 mois, ça a été un calvaire. Je fais, on peut pas dire que c'est un mythe, c'est pas possible, tu vois. Ou alors toute la culpabilité était sur moi, tu vois. Il s'est passé quelque chose en tout cas. Ouais, c'est ça. À partir de 6 mois, on a vu qu'il y avait un cap différent. C'était plus du tout le petit chiot. Mais disons quoi, il y a eu purement un changement. Le petit chiot commençait à vouloir autre chose, quoi, à prendre ses aises, à courir le plus loin possible et à ne pas revenir surtout. Donc beaucoup de travail à ce niveau-là. Et puis du fait que c'est un chien aussi de berger, il y a eu pas forcément de la prédation au sens pur, mais c'est un chien qui est très sensible. Donc voilà, c'est tout ce panel-là de l'éducation ou au moins de la désensibilisation pour travailler. Et c'est vrai que ça, moi, je connaissais pas du tout. Pas du tout. Donc j'ai appris beaucoup de choses là-dessus. Et puis ça permet justement de mieux comprendre ton chien, mieux de se comprendre soi-même aussi, de mieux gérer même nos propres émotions en tant qu'humain. Parce que si le chien il a pas envie, au lieu de s'énerver, on est là, bon, quel stratagème je peux mettre en place pour pouvoir collaborer avec mon chien. C'est clair. Et du coup, au niveau de ton métier, qu'est-ce que Riley a changé dans ton appréhension de la photo animalière ? Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidée dans la partie notamment photo animalière parce que le fait d'avoir un chien, on se rend compte de beaucoup de choses, notamment au niveau de sa communication. C'est des choses que j'ai encore plus remarquées et appliquées, en tout cas en photographie avec d'autres chiens, notamment sur les signaux d'apaisement, ce genre de choses. Même si j'avais des notions avant, là, ça allait un petit peu plus loin. Et surtout sur l'approche, comment arriver à faire la photo qu'on avait en tête et guider le propriétaire pour qu'il amène le chien en fait à collaborer et à faire ce qu'on attend de lui, entre guillemets. Quoi. Bien entendu, après, le chien est libre de faire ce qu'il veut, parce que s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Mais voilà, c'est tous les stratagèmes, justement. Bon, le chien, il n'a pas envie, mais qu'est-ce que je peux faire pour quand même essayer d'y arriver tout en guidant le propriétaire, quoi. Bon, ça y passe beaucoup avec les friandises, notamment, ou les jouets. Ok, très intéressant. Et il y a un dernier point que je voulais souligner avant de passer aux dernières questions, c'est toute la notion de liberté qui est laissée aux chiens et d'autonomie aussi là-dedans, dans cet exercice. Et je trouve que c'est hyper important de le souligner. Tu l'as dit à plusieurs reprises dans cet épisode. Mais c'est vrai que souvent, quand on veut faire une photo de son chien, on a tendance à s'agacer parce que pour nous, ça dure pas longtemps et que c'est pas grand-chose. Et bon, on le fait d'ailleurs avec les enfants. Tiens-toi, souris, ça dure 2 secondes et puis fais-le. Et d'ailleurs, je pense qu'on force aussi beaucoup les enfants à se prendre en photo. Et donc, on s'en rend pas forcément compte que c'est quand même contraignant. C'est pas forcément un truc qui met très à l'aise. Et je sais que Charlie, ça a été tout un travail. Ça a été très progressif. Au début, il détestait ça. Maintenant, quand il voit l'appareil photo, il sait que ça va être bonbon et tout. Le jackpot. Le jackpot qui va tomber. Donc, il est super et il tient bien et tout. Et c'est cool. Mais je trouve que... Voilà, il y a quand même une notion d'autonomie et de liberté qui est importante là-dedans et que c'est pas juste on prend une photo d'un chien, il faut son consentement et il faut qu'il puisse être libre de ses mouvements. Et je trouve ça intéressant de le souligner. Oui, c'est ça. Et puis plus on motive aussi le chien. Et puis d'ailleurs, c'est valable aussi avec les enfants. Moi, aucune photo de famille n'est posée. C'est-à-dire que je vais donner des indications aussi de choses à faire. Mais le but, c'est qu'ils n'aient pas vraiment l'impression d'être là en mode on pose pour faire des photos, quoi. Il faut que ce soit vivant, il faut qu'il y ait des choses à faire, occuper l'esprit pour oublier cette partie mince. Il y a un photographe qui me photographie, je suis trop pas à l'aise. Moi, la première, quand je suis devant l'appareil photo, si le photographe me guide pas ou me parle pas, je suis crispée. Mais par contre, voilà, le but, c'est d'échanger, de mettre à l'aise, et que ce soit avec les humains. Et puis avec les chiens, ça va être aussi de collaborer avec eux. Donc s'ils n'ont pas envie, moi je les bloque pas. Donc c'est beaucoup de patience parce que même si le chien, on lui a demandé un truc, il le fait pas ou il maintient pas la position,
faut prendre sur soi, ok, on le laisse faire, on va lui jeter 2-3 friandises qui se détendent un petit peu, puis on va réessayer après. Et puis, à force de patienter, de collaborer, d'essayer des choses pour qu'il soit ok, et on arrive à faire des chouettes choses. Et puis, s'il n'a pas envie, on fait autre chose. C'est ça aussi que j'ai beaucoup appris finalement avec Riley, parce que, toujours dans cette belle période de l'adolescence chez le chien, mythe ou réalité, c'est qu'il y a eu une période, on dit souvent avec le border, il faut quand même beaucoup de travail mental. Et j'avais beau essayer de lui apprendre des trucs, il avait pas envie, ça le faisait chier comme un rat mort, quoi. Il bâillait, il partait, donc je voyais très bien que ça l'intéressait pas. J'étais là, mais comment je vais dépenser mon chien mentalement si même les tricks, il s'en fout, tu vois. Et c'est pas grave, on a attendu, et puis 6 mois après, il était ok pour le faire. Voilà. Donc on s'adapte, s'il a pas envie de le faire à ce moment-là, on lâche la pression, et puis on fait autre chose. Ouais. Ok, trop cool. Je pense qu'on pourrait encore en parler beaucoup trop longtemps. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs ? Des ressources, alors pas de livres chez moi. Je n'aime pas du tout lire. Mais il y en a plein. Ouais, mais c'est pas moi qui lis. Donc je serais plutôt film, notamment séries, films sur plein de choses, hein, pas forcément que sur l'animalier. Mais il y a un film qui m'a beaucoup touchée. Ça s'appelle, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est Seabiscuit. C'est l'histoire en fait de Seabiscuit, c'est un cheval qui a vraiment existé, hein, de cheval de course. Mais hormis cette histoire de cheval de course, c'est un peu le parallèle entre l'histoire de ce cheval et l'histoire du jockey, parce qu'ils ont tous les deux un peu été cassés par la vie et finalement ils ont réussi à être des champions, quoi. Et c'est tout un peu cette philosophie que j'aime bien dans ce film. L'histoire est assez sympa, et comme voir un petit peu tous les parcours de philosophie de vie qui peuvent être en réalité aussi, parce que c'est une histoire vraie, si je dis pas de bêtises, ou peut-être un petit peu fiction-réalité, quoi. Mais en gros, peu importe ce qui se passe dans la vie, il y a toujours de quoi rebondir et puis d'y arriver, quoi. Donc un beau film pour l'histoire, et puis c'est aussi un petit peu dans le monde animalier, même si c'est pas forcément dans le plus beau des milieux animaliers, mais c'est une belle histoire quand même, quoi. Ok, très bien. Je mettrai ça en barre d'infos. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail ? Et principalement sur mon site internet, quand j'essaye de le mettre à jour. Sinon, là où c'est le plus facile de voir un petit peu continuellement des nouvelles photos, ça va être sur mon compte Instagram. Donc, j'ai un compte Instagram qui va être dédié à mon travail de photographe animalier, et aussi partie famille. Et puis, il y a Riley aussi, il a son petit compte d'Instapette. Oui. Moi, je mettrai tout ça en barre d'infos. Vous pourrez retrouver tous les liens à cet endroit-là. Merci beaucoup, Élise. Merci à toi, Claire. Et puis, à tout bientôt. À bientôt. Longue vie à ton entreprise et longue vie à tes photos animalières. Merci. Puis, pareil pour toi, à ton projet qui se concrétise de plus en plus. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Élise et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @EliseJulliard_animalier et @lanicheaventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr. Enfin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour suivre nos aventures et ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine!